bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est de retour avec une petite heure un peu tardive exceptionnellement ce dimanche. Donc pour l'émission du débriefing contre la rencontre qui a eu lieu contre le FC Union Berlin. Pour ce faire, je suis accompagné toujours de Vincent. Salut Vincent. Salut Max, salut à tous. Salut Kylian. Attends Maxime, il y a que moi qui entends encore la musique d'intro là. Ouais, je l'entends encore. Ah, elle y a encore. Alors attends. Ouais. Hop, est-ce que tu l'entends plus? Je l'entends toujours. Ah ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est bon, Bonsoir elle est tout le monde. partie. Ouais. Autant pour moi, je l'entendais pas, donc je pensais elle avait quitté. Et on a Franck qui se cache et qui nous fait sa petite traditionnelle ouverture de bal pour ce soir. Donc bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'émission. Donc ce soir, 4 petits sujets au programme. Donc débrief du match contre Union Berlin. Le prochain adversaire en Ligue des Champions, l'Inter Milan. Et on parlera aussi de la bombe du soir qui est tombée. Anselmino. Voilà. Anselmino retourne à Chelsea. Il a été rappelé par le club anglais. Donc j'ai hâte d'entendre un peu vos commentaires à ce sujet. Et on finira avec la traditionnelle chronique du vieux Bourroussen avec notre ami Franck. Écoutez, on va attaquer directement avec la composition d'équipe qui avait été alignée par notre ami Kovac. Donc, je vous la rappelle comme d'habitude. Au poste de gardien, Kobel. Dans l'axe, Schlotti, Anton, Chan. À gauche, Svensson. À droite, Ryerson. Dans l'axe, Nmecha, Bellingham. À gauche, Bayer. À droite, Silva. Et dans l'axe, Guirassy. Enfin, une attaque avec Silva et Guirassy alignés, comme on attendait depuis quelques temps. Kylian, je commence avec toi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette compo? Eh bien, c'est vrai qu'une certaine rotation s'imposait un peu. Voilà, encore une fois, semaine à 3 matchs. Donc forcément, nécessité de faire tourner un minimum. Maintenant, est-ce qu'on a fait tourner les bons hommes? Moi, j'en peux plus de voir Anton. Je trouve que depuis son retour de blessure, il est vraiment pas bon. Et je pense que c'était peut-être lui aussi qu'il fallait faire tourner. Alors après, je me demandais peut-être est-ce que Anselmino était peut-être pas forcément prêt à jouer. C'est vrai que Ben Sebaini qui est sur le banc a été aussi très 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 mauvais. Ça joue forcément un peu dans la balance, d'autant que Zule était forfait. Après, pour le reste, ça me semblait logique de voir Svensson titulaire. Il a fait que 20 minutes contre Tottenham, il ne jouera pas contre l'Inter. Effectivement, il semble apte. Ryerson, c'était peut-être un des seuls qui a été aussi un peu bon. Hein. Son entrée contre Tottenham, c'était correct. Le double pivot, Mecha, Bellingham. Il y avait peut-être une petite pièce à mettre sur Özcan pour faire souffler, par exemple, Mecha, qu'on sent un peu à bout de souffle. Hein. Et puis devant, Brandt a été horrible de toute façon contre Tottenham, mais en même temps Guirassy aussi. Je pense que dans l'esprit de Kovac, la rotation importe plus que la forme à court terme, et du coup on arrive sur ce genre de composition là qui est pas horrible honnêtement, mais qui se justifie à mon avis vraiment parce qu'il y a besoin de faire tourner les hommes sur le terrain, quoi. Ouais, surtout qu'en plus Guirassy il avait joué que 45 minutes contre Tottenham, donc il avait fait et encore 45 minutes, je suis gentil sur la prestation qui avait été faite aussi à Tottenham de toute l'équipe. Vincent, t'en as pensé quoi toi de la compo? T'étais satisfait? Bon, écoute, oui, plutôt satisfait. Ça a fait plaisir de voir Guirassy et Silva titulaires ensemble cette fois. Bellingham également. J'étais content de le voir directement titulaire. Après, il n'y avait pas trop le choix. En même temps, j'ai envie de dire. Et Svensson, par contre, j'ai tellement été déçu également que, de toute façon, en même temps, je pense que j'aurais préféré le voir à la place de Ryerson et Couteau à la place de, à la Svensson, Ryerson à la place de Svensson et Couteau à la place de Ryerson, du coup. Mais sinon, oui, une composition qui était belle et cohérente, encore une fois. Ok. Je vois que Franck fait du Jeff Panaclock en mimant ta voix quand tu parles. Franck, sur la compo, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ouais, pourquoi pas. Au moins, Silva était dans la compo. Je suis content pour ça.
Ouais, 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 bon, j'aurais fait tourner, je sais pas, un peu derrière quand même, quoi, je veux dire, de voir Schlotti, Anton, ça fait un moment, surtout que Schlotti revient d'une grave blessure, ça va coincer aussi, quoi, hein, je veux dire, mais bon, je pense qu'on attend qu'il fasse les ligaments croisés de l'autre côté pour pouvoir mettre quelqu'un d'autre. Après, bon, ouais, Anselmino, je pense, ouais, il ne l'a pas mis parce que, bon, il a préféré Chan. Moi, j'aurais mis Anselmino. D'ailleurs, Chan a failli un peu perdre ses nerfs. Mais on va pouvoir en parler justement après. Et venant d'un capitaine, je trouve que c'est très, très limite. Mais bon. Après, bon, Zule, il est resté bloqué au McDo de Dortmund, donc c'était dur de l'emmener. C'était quoi le souci avec Zule, rappelez-moi? Il s'est bloqué le dos en prenant le plateau au McDonald's de Dortmund. D'accord. Non, c'est pas ça. Mais oui, c'est le dos, ouais, ok. Ah, mais pas au McDo, quoi. Le dos au McDo. Bon, bref. Svensson, ouais. Moi, je ne l'avais pas mis, je ne voulais pas le voir, mais bon, vu que mercredi, il ne peut pas jouer, c'était un peu prévisible. Hein. Bon, et comme dit Kylian Nmencha, il faudrait peut-être faire changer un peu. Ça tire la langue. Hein. Ouais, pourquoi pas mettre Choupo-Moting une fois à son poste, je veux dire. Tentons. Ouais, pour l'essayer, quoi. Mais bon, Kovac est tenté, c'est comme tenter de mettre un jeune dans cette équipe. Voilà. Ouais. Pourquoi pas, il n'y a rien de super, c'est du classique, quoi, je veux dire. Ouais, c'est clair. Juste avec Kovac, savoir quel est son classique du jour, c'est tout. T'aimerais, toi, avoir un Chukwuemeka double pivot, toi, ça vous plairait? Parce que j'ai l'impression que c'est un gars qui... Moi, j'aime bien, mais sur l'implication défensive, la rigueur tactique, tout ça, je le sens un petit peu léger, peut-être, pour jouer à ce poste. Ouais, mais vu qu'on joue déjà 3 défenses, je veux dire, à un moment, osons quelque chose un peu offensivement, quoi, je dirais, quoi. Okay. Tu peux le mettre un peu plus offensif? Ouais, parce que bon, je veux dire, on joue déjà 3 défenseurs centraux, je veux dire, qui est déjà, pour moi, une belle purge. Pourquoi pas, il faut essayer, je peux même qu'à la place de Mencha, quoi, je veux dire. Okay. Surtout que c'est pas un ailier, donc tu le vois. Mais c'est ça. Dans le système de Kovac, quand on le fait jouer ailier, c'est pas son poste. Alors, et si on trouvait un poste hybride pour lui, peut-être ça lui plaît, je sais pas. C'est ça. Bon, si on n'essaye pas, de toute façon, Kovac, je ne vais pas essayer. Alors, je veux dire. Il est surtout, si tu regardes Kylian un peu ses prestations, quand il est sur le terrain, il est vraiment au centre du jeu et au milieu, tu le vois très rarement sur un côté à déborder ou à essayer quelque chose. Donc, oui, moi, perso, je serais bien d'avis pour, pourquoi pas, à la place de Bellingham ou Nmecha, le mettre... le tenter une fois. Après, t'essaies une fois, ça a marché, tant mieux. Bingo, t'as trouvé une solution. Pas marché, tant pis. Tu sais pas où il faut le mettre. Ouais, parce qu'il a bien essayé là avec Silva. Je trouvais ça même intéressant, quoi, je dirais. Quoi. Les 30 premières minutes lui ont donné raison en plus. Quoi. Parce qu'après, voilà, ouais. Bon. Après, c'était pas dû vraiment qu'au BVB. On en reparlera. C'est ça, tout à fait. Écoutez, on va enchaîner du coup sur la rencontre. Donc, comme d'habitude, première période, seconde période. Kylian, je finirai avec toi, comme tu as fait les petits schémas. Début de rencontre quand même assez bon. J'ai trouvé les 30 premières minutes. On n'oublie pas aussi que l'Union avait son anniversaire des 60 ans. Donc un beau choréo qui était effectué dans le stade et avec une belle ambiance, comme on retrouve tout le temps à l'Union, qui est très sympathique. 30 minutes, voilà, bien belle prestation. Les 10 minutes sont aussi poussifs et Guirassy a réussi à se faire faucher dans la surface pour un penalty transformé par Chan. Vincent, t'en as pensé quoi de cette première période? Écoute, oui, je suis bien d'accord avec toi. Environ une trentaine de minutes où c'était quand même relativement intéressant. Un Guirassy un petit peu plus motivé que d'habitude, j'ai l'impression. Un super Maximilian Bayer qui m'a quand même un peu impressionné. D'ailleurs, c'est pour moi, on va dire, un des 4 sur l'ensemble de la rencontre qui sort du lot. Mais sinon, je me suis après on en parlera peut-être par rapport à la deuxième mi-temps. Mais sinon après c'était encore une fois un match assez mitigé, en tout cas pour ma part,
de notre Borussia. Je vais peut-être pas dire les termes tout de suite, mais voilà, on va dire une belle petite première période. Ouais, bah surtout qu'on attendait une réaction hein, suite à Tottenham qui était Ah oui, très là, décevant. c'était impératif. C'est ça. Donc certes, c'était pas la prestation qu'on attendait, mais il y avait quand même un peu du mieux dans le jeu, dans la pression effectuée par le bloc et sur les phases offensives. Franck, Après, toi, oui, vas-y. juste excuse-moi, j'ai quand même bien aimé, parce que c'est vrai qu'on tape quand même beaucoup sur Guirassy en ce moment. J'ai quand même bien aimé le gros effort qu'il a fait, au moins pour aller chercher le penalty, quoi. Parce que c'était quand même assez impressionnant qu'il s'est autant déchiré. Ça m'a fait vraiment plaisir, en tout cas, pour ma part. Non, c'est vrai, tu as raison, c'est à noter parce qu'il y a peut-être quelques semaines, il aurait peut-être pas été jusque là. Donc puis il y a clairement faute. Je veux dire, il n'y a pas de débat. C'est quand on revoit les ralentis. Tu parles de Guirassy. Il y a quand même une occasion à la 18e. Je pense qu'on s'en souvient où c'est Nmecha qui récupère le ballon et qui le remet à Guirassy. C'est vraiment c'est clownesque hein, quand même de louper ce genre d'occasion alors qu'ils sont à 2. Le gardien est déjà quasiment battu. C'est juste le défenseur qui arrive à bien revenir. Et Bellingham, il cadre pas malheureusement. Mais Franck, toi, du coup, la première période, t'en as pensé quoi? Ouais, une demi-heure plaisante. Je trouvais que devant, c'était sympa à voir. L'animation était bonne, là, entre les trois devant. Pour une fois, je trouvais qu'il y avait un peu de jeu, quoi, et que c'était un peu sympathique, quoi. On s'est pas tout de suite cantonné dans un. Enfin, je trouvais qu'il y avait un peu d'activité offensive d'habitude qu'on n'a pas parce qu'on joue que latéral et dans une phase de possession de ballon toujours stérile. Là, j'avais l'impression qu'on avait envie de percuter un peu devant, surtout Silva. Ouais. Après, bon, on en a parlé pendant le match. Faut retenir, comme Maxime a dit, hein, vu qu'il veut pas aller en Guinée en vacances, que notre ami Guirassy à la 18e minute était un myopathe du pied. Je tiens à le dire. C'est vrai, parce que franchement, pour louper cette occasion. Enfin, bah, bref, quoi, je veux dire. Mais bon. Après, moi, j'ai trouvé 30 minutes sympa. Après, le match a viré dans un concours de viande hachée, de jeux hachés et d'arbitres incompétents. Et après, la fin de la première mi-temps a été la constance de la deuxième, quoi, hein, je dirais. C'est ça. Ouais, de toute façon, la seconde, on va en parler justement après. Il y a quand même pas mal eu de centres hein, de la part de l'Union Berlin qui ont été assez dangereux où Kobel a été présent. Et Schlotti s'est fait avoir plusieurs fois. Notamment les deux premiers centres hein, où Schlotti n'est pas en présence. Et heureusement que l'Union n'a pas été précis, mais heureusement aussi que Kobel était là, quoi, je veux dire. Quoi. Deux fois sur son côté gauche où il l'arrête, quoi, je veux dire. Et c'est deux fois où Schlotti se fait avoir au niveau timing. Et là, c'est que c'est du vision de jeu, hein, c'est des calculs de trajectoire. Je trouvais que là, c'était bon. À noter juste pour dire une chose hein, pour Kylian, le joueur qui a eu la meilleure note dans Kicker, hein, c'est Anton. Hein. Anton, ok. Ok, d'accord. Ah bon okay. Ah d'accord. Ah bah, on ne regarde pas les mêmes matchs. Hein. Ah bah. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant. Donc, en tout cas, j'aurais pas mis Anton homme du match sur il y a eu 4 bons joueurs pour moi. Après, c'est mon avis personnel. Il y a eu Kobel, Ryerson, Schlotti, Bayer. Voilà, c'est les seuls pour moi qui sont sortis du lot. Il faudra juste m'expliquer d'où il sort Anton hein, sur cette rencontre-là. Pas Silva, du coup? Bon, Silva, il a été intéressant, mais il n'a pas pesé sur le match, là, pour moi. Ok. Moi, je crois que c'était celui qui a essayé le plus et qui s'est remis en une touche et qui essayait d'accélérer le jeu. Avec Bayer aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Je pense que je l'aurais mis dedans aussi, mais après, je comprends aussi ton avis, Vincent. Hein. Donc après, bon, comme tu l'as dit, Franck, tout à l'heure, une bonne 30 minutes, et puis après, 30 à 45e, on s'est complètement éteint. On a refait du Borussia Dortmund où on attend, puis on ne sait jamais. On a resservi notre bouillie. Voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'a dérangé un peu aussi, c'était Kobel. Je pense qu'il aurait eu quelques occasions où il aurait pu sortir parce qu'il reste tout le temps figé sur sa ligne. Il n'essaye pas d'avancer un peu quand il y a des centres et tout, parce qu'il pourrait quand même aller au duel et essayer de récupérer les balles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
Question, ce que tu mets sur les notations, hein, tu mets, Maxime, c'est ce que tu publies, normalement, c'est Kicker qui le met au niveau des notes. Hein. C'est Roure. C'est Roure. Ouais, bon, ouais, Roure et Kicker sont à peu près semblables. Sachez que Roure a mis 2 à Schlotti, 2 à Ronton et 2 à Kobel. Hein. D'accord. Et après, tous les joueurs sont à 3, sauf notre ami Guirassy qui est à 4. Ouais, c'est ça. C'était ça. Donc, ouais, faut voir comment chacun analyse son match, quoi. C'est surtout ça. Donc Kylian, toi, de la première période, qu'est-ce que tu en as pensé? Et puis après, tu mettras les petits schémas en place. Bah ouais, je vais me permettre d'analyser à ma manière, du coup. Et je trouve, je vous rejoins, on a vu 25 minutes, on va dire, de foot offensif assez attrayant, c'est vrai. Et après, je dirais jusqu'à la 70e, trou noir. Il ne sait plus rien. J'ai l'impression qu'on m'a volé du temps de vie. J'ai perdu des points de vie dans la vraie vie en regardant le reste de ce match jusqu'à les 20 dernières minutes ont été un petit peu sympas. À cause de l'arbitre, mais pas que, ça a été un match de combattants, quoi. Il a fallu se battre pour de vrai. Et je trouve que le nombre de duels joués par nos joueurs, je parle pas des duels gagnés. Ça, c'est à la limite, ça c'est important dans un second temps, dans une seconde analyse. Mais juste le nombre de duels joués sur le match. Chan, c'est 11. Anton, c'est 14. Schlotterbeck, c'est 10. Mecha, par exemple. Mecha, c'est 14 aussi. Et messieurs, l'homme du match, Guirassy, 24 duels joués. C'est monstrueux. Et sur les 24, il en gagne quand même 14. Pour un avant-centre qui a toujours 3 mecs sur le dos, franchement, tout n'a pas été parfait. Mais les gars, 24 duels joués, quoi. Le mec, il a joué un duel tous les 3 minutes, quoi, à peu près, parce qu'il joue tout le match. Hein. Ouais, lui, il n'est pas remplacé. C'est un match de costaud pour l'équipe entière. Moi, je trouve ça un petit peu réducteur de dire qu'il y en a qui n'ont pas été bons. Moi, j'ai trouvé que personne s'est caché dans ce match, surtout. Bellingham, j'ai trouvé Bellingham très bon. J'adore voir jouer Jude, j'allais dire. Job maintenant. Et je trouve que son jeu de passe est très incisif. En témoigne d'ailleurs sa passe décisive à la toute fin du match. Il n'empêche que l'Union a eu la possession. Pour une équipe qui refuse la possession, c'est l'Union qui l'a eu. Sur la première et sur la seconde période. Et en première période, l'Union a eu plus d'occasions que nous. Avec 8 tirs quand même. 6 tirs, pardon. 6 tirs. Et j'ai regardé d'où venaient ces tirs-là. Et c'est peut-être une des principales faiblesses qu'on peut déceler sur ce match. Avec une frappe de Juranovic, 31e minute, c'est un coup franc. Une frappe de Young, 41e minute, c'est sur un coup de pied arrêté. Une frappe de Douki, 38e minute, c'est encore un coup de pied arrêté, c'est une tête. Illich, sur corner, 17e minute, une tête aussi. Illich, 6e minute, une tête sur un coup de pied arrêté. Et Leite, 28e minute, une tête sur un coup de pied arrêté. Sur un corner, pardon. Les phases arrêtées sont un problème, je dirais, depuis la reprise. On concède beaucoup trop d'occasions théoriques, on va dire, sur coup de pied arrêté. Il y en a 2 d'entre elles qui sont cadrées même, et Kobel fait, je l'inclus même dans la bonne prestation globale. Franchement, les 2 arrêts qu'il fait sur les 2 têtes là, il y en a une notamment, on dirait vraiment un félin, quoi. Il bondit vraiment comme un chat. C'était assez plaisant. Il y a du positif à retenir. Franchement, c'est pas la purge de Tottenham. C'est pas un grand match. Je suis pas en train de vous vendre qu'on a vu le match du siècle, mais dans l'intensité, là où on s'est fait bouffer à Londres, là, je trouve qu'on a répondu vraiment présent. En tout cas, on s'est pas caché. Et ça, ouais, ça m'a plu. Après, en dépit du niveau, on va dire, d'intensité que l'arbitre a refusé, en fait, parce que c'est l'arbitre qui a refusé le jeu au final. Hein. C'est ni Dortmund ni Union, c'est l'arbitre qui a refusé de jouer, en fait, au bout d'un moment. Et ça, c'est déplaisant, mais on en parlera plus en seconde. Vas-y, tu peux envoyer ce que j'ai retenu en première période. Alors, évidemment, grand amoureux du foot que nous sommes, et effectivement, Franck, tu l'as noté autant que moi, cette passe de Fabio Silva qui casse une ligne entière, qui sort 4 joueurs de l'Union de la zone de jeu sur l'appel de Guirassy, qui emmène au penalty.
sur une touche de balle. Ce genre de passe verticale au possible, on les voit que trop peu dans le jeu de Dortmund. On a vu Brands le faire récemment. C'est sans doute le seul, un peu Chukwuemeka aussi. Là, cette passe de Silva dans la zone de jeu où il est, ras de terre pour sortir 4 joueurs de l'Union du jeu. Il faut avoir une sacrée vista pour la faire. En plus, elle est parfaite. Elle est dans la trajectoire parfaite. Le dosage est parfait. C'est récupéré par Guirassy et c'est la slide qui est juste après d'ailleurs. C'est récupéré par Guirassy qui va s'infiltrer. J'ai bien aimé l'appel croisé de Bayer, intelligent aussi. Bayer, c'est le bon appel qu'il faut faire. Il vient de la droite, il finit sur la gauche. Il est même du coup absolument seul sur la gauche. C'est l'appel qu'il faut. L'investissement de Silva, qui est à la passe, à la base, et qui se retrouve même encore, là on le voit en phase d'offensive, il accompagne sa propre passe. C'est bien dans la détermination, c'est des choses qu'on veut voir aussi. Et évidemment, Guirassy, il s'est défoncé. Et il va chercher le penalty. Il y a penalty, il n'y a pas de débat sur ça. Cette action-là, on est à la 7e minute de jeu. Elle montre que les intentions sont vers l'avant. Et franchement, ça fait plaisir parce que l'Union n'a pas suivi du tout. Ils ont été battus par une passe, par l'appel de Bayer, par la détermination de Guirassy. Ça faisait plaisir à voir, pour le coup. Ensuite, je crois qu'ensuite, on va passer en fait directement à... Ah oui, ça. Alors ça, j'ai trouvé ça un peu perfectible. Centre de Ruerzon, tête de Silva. J'ai comme l'impression que Guirassy n'est pas là où il devrait être. Je veux dire, il y a un espace qui est complètement libre dans la zone des 6 mètres, où il serait en jeu parce qu'il y a un défenseur, je crois que c'est Kerfeld, qui couvre du coup la zone du hors-jeu. Peut-être un léger manque de vision là, de Guirassy, parce qu'ils sont deux à faire quasiment le même appel. Guirassy voit arriver Silva, peut-être que nécessairement sa position ne doit pas être là. Là, il arme une reprise. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus intelligent à faire. S'il est point de penalty, s'il se dirige un petit peu vers le second poteau, il offre une autre solution de centre à Ruerzon. Peut-être meilleure, peut-être pas. Peut-être que Ruerzon, il n'arrive pas à la mettre second poteau. Peut-être que le gardien sort pour la... On ne sait pas, mais dans tous les cas, deux attaquants qui font le même appel. Au haut niveau, j'ai tendance à dire que c'est un sacré bémol. Bon, au final, Silva la prend, donc ça ne change pas grand-chose, et c'est arrêté par Renaud. Mais léger manque de vision, là, pour le coup, de Guirassy. Il y avait un espace clair, libre à prendre, qui est absolument énorme à moins de 11 mètres, quoi. Tu vois, voilà. C'est clair que là, on le voit, qu'il y a un gros espace vide au second poteau. Là, c'est à cet endroit-là qu'il devrait être. Ouais, voilà. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Je trouve que cette image-là, elle démontre peut-être aussi un certain manque de complémentarité entre Silva et Guirassy, qui sont deux numéros 9 en réalité. Donc forcément, ils veulent être attirés à tout prix par le ballon. Ils n'ont pas beaucoup joué ensemble, pas souvent. Peut-être que ce genre de choses prend du temps aussi, c'est normal. Mais Guirassy, pour être le joueur qu'il a ambition à être, sur ce genre d'occasion, pour moi, il ne doit pas être le doublon de Silva. Il doit prendre l'espace libre. Voilà. Et donc, on arrive à votre séquence 18e minute qui vous a plu. Bon, il y a quand même un vrai truc positif, le pressing de Mecha. Récupérer le ballon dans cette position-là, c'est quand même très fort. Bayer le fait en seconde période où je m'étendrai un petit peu plus sur le pressing que j'ai trouvé très bon. Mais Mecha, pour moi, il fait pas le bon choix déjà ici. Pourquoi tu fais une conduite de balle alors que Guirassy est absolument seul devant le but qui est complètement vide? Le positionnement de Renaud, c'est à peine croyable. Alors, à la défense de Mecha, il n'a pas tout à fait le contrôle du ballon. Le ballon s'envole un petit peu, il lui court derrière et tout. Même malgré ça, je pense que toute cette situation clownesque, elle ne doit pas arriver. Parce que Mecha, en fait, dès là, à cet instant-là, il doit clairement la jouer sur Guirassy, quoi, qui est seul face à un but vide. Et tu peux enchaîner parce qu'après, c'est une séquence en fait où on va décortiquer un peu ce qui s'est passé là. Voilà, donc Mecha, il termine sa course ici face à Renaud. Il tente de la transmettre à Guirassy, mais à mon avis, c'est déjà trop tard. Même si Guirassy est seul face au but, après, il y a un vrai déficit technique où il n'arrive pas à contrôler le ballon, il lui arrive dans la semelle, et puis il est au contact avec un défenseur. Il est quand même beaucoup moins dans une position avantageuse que la slide juste avant, où il est vraiment absolument seul. Là, il y a le retour défensif. Guirassy n'arrive pas à la contrôler, c'est difficilement dégagé donc, par la défense de l'Union. Ça arrive sur Bellingham. Tu peux tourner parce qu'après, on va passer sur Bellingham. Manque de vision, pour moi encore, de Bellingham. Après, tout ça se passe très très vite. Le ballon arrive vite. Ils se disent que voilà, il y a urgence de tirer. Un joueur élite, il aurait vu Bayer tout seul. Bellingham tire, donc,
C'est contré par, je crois que c'est encore Kerfeld, hein, qui se jette et qui donc tacle Bellingham. Et ça va finir par revenir encore sur Silva. Donc slide de juste après. Manque de vision encore une fois. Bayer est toujours tout seul. Bayer est excellent dans son comportement parce qu'il comprend qu'il n'y a personne à son endroit ici. Il peut clairement la jouer sur une. Silva, instinct de buteur qui tire et qui ne cadre pas, ça termine cette séquence un petit peu cirque. Si tu la décortiques au ralenti, avec clairement moyen de mieux faire, et pour Mecha, et pour Guirassy, et pour Job, et pour Silva, tout ça va très vite forcément dans le feu de l'action. Avec un petit peu plus de sang-froid, pour moi le ballon il doit finir sur Bayer, quoi. Voilà. Bah, c'est surtout que ce genre d'occasion, tu dois la tuer en fait. C'est Ouais. une offrande. Je veux dire, on te donne un but là. Je veux dire, il faut quoi? Un but sans joueur, sans gardien pour la mettre au fond. Je veux dire, là, Et encore, il n'y a même pas de gardien au début. Mecha, Ouais. s'il a passé à Guirassy, il n'y a même plus de gardien. Tu as passé toute l'équipe, tu vois. C'est ça. Donc petit défi, petit manque de lucidité en fait, je dirais, par l'ensemble des acteurs de ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Donc, bah écoute, c'était très bien schématisé pour parler de la première période. Ouais, c'est clair, grand bravo. Du coup, on enchaîne avec la seconde période. Donc, pour rappel, on était sur un petit 1-0 à la mi-temps avec Chan. Donc, une seconde période qui est partie avec un bel élan, avec un but rapide. Et comme je l'avais mis un peu sur le post X, il va falloir tuer rapidement le match en seconde période parce qu'on le voit que l'Union nous rentre dedans. C'est un match d'hommes et qu'il leur faudra pas 50 occasions. Au bout d'un moment, ça peut rentrer. Je refais le tour avec les mêmes. Vincent, seconde période et clôture du match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, oui, on marque 2 buts de plus. C'était un match où c'était quand même assez. Il me fait rire, Franck. C'était un match quand même qui était assez haché, on va dire, bah, surtout grâce à l'arbitre qui a pas du tout prôné le jeu, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est une victoire qui fait du bien, en tout cas. Après ce qu'on a vu contre Tottenham, on respire, on finit, il me semble, maintenant on est à 42 points. Hein. Il me semble que derrière, on a 6 points de plus. Il me semble que Leverkusen, c'est ça? Ouais. Bah, on verra après avec le classement, mais Ouais. sachant qu'ils ont un match en moins. Ah oui, exact, ouais. Donc ça fait quand même du bien. Mais est-ce que ce sera suffisant, en tout cas au niveau des prestations? Parce que moi, je t'avoue que je me suis quand même relativement emmerdé sur la deuxième période. C'est vrai que c'était un match où il y avait quand même de l'intensité dans les duels, mais il s'est pas passé énormément de choses à part les deux petits buts qui sortent de nulle part parce que je m'attendais à ce que c'est un match qui se finisse à 1-0 terminé. Hein. Mais en tout cas voilà, 3-0, une victoire qui fait du bien et on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison quoi. Mais on élève un petit peu le niveau de jeu, ça serait bien aussi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'était une seconde période très très hachée, hein, je veux dire, avec de nombreuses fautes, un arbitre qui avait le sifflet facile pour la moindre occasion et le moindre toucher. Donc, bon, Franck, seconde période, et je pense qu'il y a quand même Emre Can qu'il faut parler de son comportement et surtout en tant que capitaine, de s'énerver pour rien. Parce qu'en plus, il se prend le jaune où le gars lui prend juste le ballon dans les mains, je crois, si j'ai souvenir, et il s'excite comme je sais pas quoi, inutilement. Inutile, tout à fait. Juste pour dire à Vincent que Leverkusen est à 10 points, pas à 6. Hein. Ah pardon. Leverkusen est 6e, hein, même s'ils ont un match en retard. Hein. C'est Offenheim, 3e. C'est Offenheim et Stuttgart qui sont à 6 points. Mais attention, Offenheim a un match en retard. Comme Leipzig qui a 7 points, je crois le dire. Ouais, c'est ça. Ouais, Can, venant de la capitaine, quand tu t'énerves comme ça, mais bon, c'est Emre Can, il a le sang chaud. C'est pas la première fois. Malgré que Jadon n'est plus là. Sang chaud. Ouais, je l'ai trouvé lapsus sur cette action limite. Bon. Après, sur la deuxième mi-temps, comme a dit Kylian, hein, le trou noir jusqu'à la 70e, parce qu'il n'y a pas eu de jeu. Il y a l'arbitre a coupé tout ce qu'il pouvait y avoir comme jeu. Et tu vois qu'il ne maîtrise rien, l'arbitre. Franchement, c'est. Et
voilà. Quand tu as un match de combat d'hommes, quelquefois, il faut laisser un peu jouer et pas siffler toutes les petites choses, quoi. Je veux dire, si ça n'a pas une influence sur le jeu, laisse jouer un peu, quoi. Je veux dire, en Angleterre, si c'est fait tout ce qui siffle lui aujourd'hui, d'après moi, waouh. Enfin bon, bref, il a pas été bon. Je veux dire, il n'a pas pesé sur le match, l'arbitre, loin de là. Mais Ouais, faut laisser un peu jouer quoi de temps en temps. ouais, Surtout quand que c'est des. tu connais l'Union, tu t'es chez eux c'est compliqué, tout le monde le dit, c'est des mecs qui se donnent à fond. Donc c'est vrai que c'était dommage. C'est un sport de contact, alors laissons un peu les contacts, quoi, je veux dire, quoi. Et puis, excuse-moi, je te laisse finir parce que c'est très intéressant quand tu parles de l'arbitrage. On est d'accord que l'Alte Forsterei, c'est un peu plus de 20 000 personnes. Ouais. Les 20 000 personnes qui sont venues ne viennent pas pour voir l'arbitre siffler, en fait. Ils Ouais, viennent c'est pour ça. voir du foot, en fait, tu vois. Et Ouais. je trouve qu'un arbitre qui siffle trop, il nuit au déroulement du football que toutes ces personnes sont venues voir, en fait. C'est ça. Mais comme je dis toujours, un arbitre, il faut qu'il sache. Le meilleur arbitre, c'est celui-là qui rentre dans le jeu, qui est proposé ce jour-là et qui sait être discret dans toutes les situations, même quand un match est tendu, quoi. Et lui, je ne l'ai pas trouvé. Enfin, il n'était pas bon, il était mauvais, quoi. Je veux dire, il n'a pas influencé sur le match. Mais chaque fois, il a coupé. Il n'y a rien qui pouvait se développer, quoi. À un moment, on laisse un peu jouer. Tu peux toujours revenir, je veux dire. Il y a l'histoire de l'avantage ou pas de l'avantage, quoi, je veux dire. Mais, ouais, bon, bref, quoi. Alors, ça devient une bouillie de fin de première mi-temps et de deuxième mi-temps jusqu'à la 70e. C'est devenu un peu plus passionnant à la fin. Et quand les esprits sont trop échauffés, les joueurs d'eux-mêmes ont un peu calmé. Je crois que la sortie de Chan en fait beaucoup aussi parce que je ne suis pas sûr qu'il finisse le match s'il reste pendant tout le match parce que on connaît, hein, Chan, il a ses qualités et ses défauts. Mais quand il est dans un jour comme ça, il valait mieux le sortir déjà beaucoup plus vite, quoi, je veux dire. Et surtout qu'il y avait de la qualité sur le banc pour pouvoir le remplacer, quoi, je veux dire. Quoi. Ouais, c'est clair. Après, est-ce que l'arbitre n'avait pas peur aussi un peu de perdre le fil du match en disant si je laisse trop, peut-être que ça va être un match qui va complètement partir en vrille et peut-être ce côté-là aussi, non? Ouais, mais c'est lui qui doit tenir le match, quoi. Je veux dire, à un moment, si le match part en vrille, je veux dire, c'est en partie à cause de lui aussi, quoi. Je veux dire, s'il maîtrise pas les débats, tu vois qu'il n'est pas présent dans les débats à un moment. Hein, je veux dire, moi, je l'ai trouvé timide. Quand tu le vois, il est complètement effacé. Tu n'as pas l'impression qu'il a une prestance, quoi. Quand tu as des mecs, même si je n'aime pas, comme Sawyer, je veux dire, il y a quand même une prestance, quoi. Même si j'aime pas cet arbitre, mais il y a des mecs quand même qui, tu vois en Bundesliga, qui ont une prestance, qui quand lui, tu as l'impression qu'il est. C'était quoi, Hartmann, hein, c'est ça. Hein. D'ailleurs, ce que j'ai vu siffler, moi, le premier match du BVB qu'il a sifflé en 2009. Il siffle le BVB en 2009 en Coupe d'Allemagne à Karlsruhe. C'était son premier match où on gagne 3-0. Hein. Un but de Saïn et un doublé de Barrios, quoi. Je veux dire, petit historique, quoi. Après, encore un but de Schlotti à la tête, hein, comme le noter. Et une passe D de Ryerson, encore une fois. Ouais. Ryerson, cette année, dans les centres, et souvent, l'homme, je dirais, on laissera Kylian, mais souvent, c'est lui qui fait pas mal de passes d'aide par ses centres, hein, je veux dire. Et à la fin, un beau but de Bayer, quand même, à noter, quoi, qui récompense un peu son travail. Moi, je l'ai trouvé très intéressant, Maxi Bayer, quoi. On l'a souvent critiqué, mais là, je l'ai trouvé bon, quoi. Je veux dire en tout cas, il se bat. Il essaye, même si il peut être brouillon par moment. À noter, je crois que c'est en première ou en deuxième mi-temps, à un moment, il fait un super enchaînement. Où il fait un. Ouais. Contrôle porte-manteau, petit pont. Ouais, voilà, c'est ça, hein, sur le côté droit. Et, c'était Bayrigno qu'on avait samedi. Mais j'ai trouvé parce que cette fois-ci, il l'a réussi, parce que d'habitude, quand il entreprend des trucs comme ça, il déloupe tout le temps. Oui, le ballon reste collé dans les pieds, quoi, je veux dire. Quoi. Mais c'était intéressant. Moi, je trouve que Silva emmène quelque chose, je veux dire, parce que c'est un mec qui essaie de percuter, qui essaye de dribbler, de faire des passes. C'est bien, parce qu'à part Brandt qui le fait, comme a dit Kylian, on a très peu de joueurs qui essayent de jouer dans la profondeur ou d'essayer de trouver une passe qui peut ramener quelque chose. Pourquoi pas, hein, je veux dire. Hein. Mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent amener quelque chose dans le jeu. Mais il faut que Kovac tente un peu et qui sorte un peu quelquefois de ses carcans défensifs. Quoi.
Ouais, carrément, c'est clair. Et ouais, c'est vrai que Silva, c'était l'un des seuls qui essayait, qui percutait, il a vraiment un toucher de balle sur une passe qui est propre, hein. À chaque fois, ça arrive tout le temps à décaler un joueur où il fait de suite l'appel, où il se défonce même dans les duels. Je crois qu'il y a un moment, il arrive à passer deux joueurs, le troisième, il le fauche en seconde période. Donc c'est un mec qui se défonce. Alors, certes, je vois qu'il y en a beaucoup qui le critiquent encore parce qu'il est nul, il marque pas. Alors oui, on attend d'un attaquant qui marque, ça c'est sûr, c'est son rôle un peu numéro un. Après, je pense que c'est juste une manque à la finition. C'est pas, il essaye aussi, et je pense que dès qu'il va commencer à enchaîner un, deux ou trois buts, ça va l'aider mentalement et ça va lui permettre de passer un cap, je pense, non? Ouais, je trouve que c'est quand même sévère de dire qu'il est nul, hein. Le gars vient d'arriver, il est arrivé avec une blessure, il essaye de faire déjà sa place dans l'effectif. Je trouve pour l'instant ce qu'il a montré est plutôt intéressant à voir dans l'avenir, hein. Alors, tout de suite, mettre un joueur sur le pilori après même pas 6 mois, je trouve que c'est un peu sévère, hein. Moi, je trouve qu'il amène quelque chose. Quand il dribble, souvent, il arrive à trouver les bonnes solutions et tout. Quand tu vois Guirassy, quand il essaye de dribbler, c'est catastrophique. Mais quand tu vois lui, tu sais qu'il peut amener quelque chose d'intéressant. Non, laissons-lui du temps un peu, je veux dire, hein. Voilà. Oui, et puis tu sais, c'est rarement aussi. Le déclic, c'est un truc qui est quand même très très rare, tu vois, que d'un match à l'autre, le mec d'un coup, il commence à enchaîner les doublés. C'est plutôt une courbe de progression et qui est notamment motivée par l'investissement du joueur. Fabio Silva, à chaque fois qu'il joue, moi je le trouve investi. Et pour autant, il ne marque pas, alors que c'est sans doute sa motivation première, si tu veux, en tant que numéro 9, c'est normal. Mais il ne marque pas, et pour autant, le match d'après, il va encore se donner à fond. Les buts viendront, mais sa courbe, elle est plus vers le positif que vers le négatif, hein, à Silva. Oui, puis c'est surtout que tu vois sur son temps de jeu. Je veux dire, je pense qu'on se souvient tous vers octobre, novembre, décembre, son temps de jeu était très très limité. Que là, c'est soit il est titulaire ou soit sinon il rentre en cours de jeu vers la 60 ou 70e. Donc oui, c'est que de la progression et ça peut que aller de l'avant pour lui. Et tu sais, l'histoire récente prouve que on est dans le vrai avec ça, parce que, souvenez-vous, hein, première saison de Mecha, Couteau, Oui. Anton, Ben Sebaini. Aujourd'hui, c'est des mecs qui sont des piliers de l'équipe. Et ils étaient bien pires que Silva, tu vois. Ouais. Donc voilà, gardons un peu patience sur un mec qui en plus se donne, moi je trouve. Donc il parle pas allemand, c'est pas facile pour lui. Donc non, j'ai plutôt bon espoir moi pour Silva. Oui, puis c'est un joueur d'avenir, au vu du contrat et avec Guirassy s'il part cet été. Vas-y, Franck. Et à noter que Bayer est notre meilleur buteur en Bundesliga. C'est ça. Ouais. C'est bien pour lui, c'est une belle récompense. C'est vrai, quand tu vois le style de jeu de Bayer, c'est à se poser des questions, même si là, comme on l'a dit, c'était bien mieux contre l'Union. Mais voilà, pareil, j'étais comme toi, Franck, assez content de le voir marquer à la fin et d'être récompensé de cette prestation. Kylian, je te laisse le mot de la fin sur cette seconde période. Oui. Le fait qu'on soit aussi, on va dire, en différent avec les différents médias, et même entre nous en réalité, pour élire l'homme du match, pour moi, ça ne fait que souligner que les 11, ou presque, ont été quasiment aussi bons les uns que les autres, tu vois. Kicker donne Anton, Rohr donne Anton, Schlotterbeck, Kobel, Vincent donne Bayer. Et en réalité, moi, je ne saurais même pas. Moi, je souligne vraiment le combat de Guirassy, mais je suis aussi capable d'entendre que, effectivement, Bayer a été super. Ruherzon, et tu ne peux pas lui reprocher grand-chose à Ruherzon. J'ai aimé l'ensemble de l'équipe, c'est vrai. En seconde période, les occasions qu'on prend, j'ai cité les premières de la part de l'Union. En seconde période, ils ont 4 tirs. Je vais vous les citer parce que c'est juste à pleurer de rire. On a 81e minute, Bourtsou, et sur une contre-attaque pied droit. Ok, c'est pas un coup de pied arrêté. On va regarder les 3 autres peut-être par curiosité. 60e minute, Laïté, tête sur un coup de pied arrêté. Ok. 57e minute, Laïté, tête sur corner. Ok. 73e minute, Illich, tête sur corner.
les gars, qu'est-ce qu'il vous faut là? Je pense qu'il va falloir vraiment bosser le marquage ou le travail défensif en zone. C'est pas possible de laisser autant d'occasions parce que l'Union n'a vraiment pas été très très réaliste, hein, honnêtement. Il va vraiment falloir bosser le marquage, la zone de défense sur les coups de pied arrêtés. C'est pas possible que l'Union, même si voilà, les mecs c'est des colosses et que c'est peut-être leur arme numéro 1 en réalité. Hein, en tout cas, ça s'est vu sur ce match. Il va falloir vraiment serrer un petit peu la vis à ce niveau-là. Tout ce qu'il y a à dire sur l'arbitre a été dit. J'ai pas grand-chose à rajouter. Et c'est vrai qu'au final, les 20 dernières minutes, je vais préférer en parler avec les illustrations de Maxime. Vas-y, tiens, envoie. Je sais plus tellement où on commence. Je crois qu'on est ici. Attends, oui, c'est ça, on est là. On commence à la 74e minute, donc j'ai rien trouvé avant. Donc voilà, pour illustrer. Ça, c'était surtout pour illustrer la zone de pressing que j'ai trouvé très bonne à plusieurs séquences, parce qu'on a vu que Mecha, sur une zone de pressing assez similaire en première période, a récupéré le ballon très très haut. Là, c'est Bayer dans le cercle qui récupère le ballon très très haut aussi, mais toute la zone de pressing qui est juste derrière, elle est excellente, au millimètre près. On a Mecha qui est du coup en haut à gauche, qui marque son mec, impossible de lui passer le ballon. On a Svensson qui est bien plus haut, qui marque 2 mecs à lui tout seul. On a Silva, c'est le meilleur placement de tous. Silva, juste par sa présence, il empêche la relance dans les 2 défenseurs centraux qui sont sur la même ligne. Donc évidemment, la construction de l'Union est aussi en tort à cet endroit-là. Mais aussi, la passe vers le gardien, impossible de lui passer. Silva, il marque 3 mecs. Et on a Bellingham qui, alors à ce moment-là de la capture, est un petit peu loin, mais il engage le pressing sur le seul mec de l'Union qui, en fait, est libre. C'est 10 sur 10, ça. Ça, c'est vraiment 10 sur 10 parce que dans ce quadrilatère-là, il n'y a aucun homme où tu peux lui passer le ballon, entre guillemets, sereinement. Preuve en est, Bayer récupère la balle dans les pieds, sans faire faute, très juste. Malheureusement, il n'en fait rien de très bon derrière puisqu'il fait un genre de centre qui est capté par Renault. Mais en fait, peu importe. L'intention du travail défensif sur cette séquence-là et sur plusieurs séquences dans le match, c'est une illustration parmi d'autres, c'est vraiment du haut niveau, honnêtement. J'ai beaucoup aimé, moi, le pressing sous l'Union. Ils n'ont jamais réussi à sortir sereinement. C'était des ballons devant et de regarder leurs occasions, c'est que des coups de pied arrêtés parce que l'arbitre faisait que siffler des fautes. Donc il y a du bon, il y a vraiment du bon à retenir dans le travail, on va dire, un petit peu invisible, parce que c'est vrai que le pressing, c'est toujours un petit peu compliqué à analyser. C'est pour ça que je ne m'y risque pas non plus à chaque match. Mais là, je trouve que ça s'est vraiment vu. Ça se justifie parce que l'Union, c'est une des pires équipes balle au pied, bien sûr. Mais pas que. Honnêtement, là, le placement, il y a un tiers du terrain qui est condamné par le placement des joueurs de Dortmund. Donc bravo, messieurs, c'est du haut niveau. Ensuite, on va avancer un petit peu. 79 minutes, ça, j'ai un petit peu moins aimé. J'ai un petit peu moins aimé 2 choses. Contre-attaque, 4 contre 3. Tous les jours, ça doit faire but. Avec la qualité des joueurs qui sont devant, avec la qualité à l'opposé des défenseurs d'Union, ça doit faire but, je suis désolé. Alors, j'ai pas su voir qui était le mec en haut. Je sais pas si c'est pas Mecha. Je sais pas. En tout cas, il y a le mec en haut qui fait une course pour écarter la défense. Ça, c'est plutôt bien joué. La course de Bayer croisée, et d'ailleurs, c'est lui qui va finir par récupérer le ballon, elle est aussi plutôt bonne. Mais par contre, Chukwuemeka et Guirassy, ils jouent pas bien le coup. Déjà, Guirassy, là, il est hors jeu. Déjà, il doit clairement se retrouver un petit peu plus dans l'axe. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que fait Chukwuemeka, qui est pas terrible. Pour moi, il joue le duel trop tôt. Il va trop vite sur son défenseur. Il doit sans doute repiquer un petit peu plus dans l'axe pour que Bayer puisse avoir le temps vraiment de déborder côté droit. Et ça se voit parce que Chukwuemeka finit par donner le ballon côté droit. Et Bayer, il doit taper le sprint de sa vie à la 80e minute pour finir par récupérer le ballon. Et à la fin, ça donne rien. Encore une fois, ça illustre un petit peu ce que j'ai dit en première période, manque de justesse, manque de lucidité sur des moments cruciaux, parce qu'une action comme ça, avec les joueurs que tu as, ça doit faire 3-0 pour moi. C'est clair. C'est clair. De toute façon, tu as même l'arbitre sur la photo, il est à moitié sur le terrain aussi. De touche. C'est vrai. Je vois ça en direct, qu'est-ce qu'il fait là? Donc, voilà, encore une fois, Chukwuemeka, je ne vais pas taper dessus parce que ça ne sert à rien, mais léger manque peut-être de confiance en lui aussi, parce que voilà, il se dit 4 contre 3, c'est moi qui ai la balle dans les pieds, ça doit finir but. À la fin, le déplacement de Guirassy l'aide pas trop. Et lui, son choix d'aller directement jouer le duel, ça tue un peu l'occasion dans l'œuf, quoi. Vas-y, enchaînons avec cette passe de Svensson qui est lumineuse.
La passe seule, elle élimine encore une fois 3 joueurs de l'Union. Et elle est pile où il faut, à distance de Renault qui ne peut pas sortir. Et l'appel de Guirassy, second poteau, il est aussi très très bon parce que sa course, en fait, elle élimine 3 joueurs. Les mecs ne peuvent plus revenir dû à la qualité de pied de Svensson. Je crois que c'est Svensson. Oui, c'est Svensson. Pied gauche, c'est forcément Svensson. Et la course de Guirassy, malheureusement, ça finit au-dessus. C'est peut-être encore un bémol à mettre sur la performance de Guirassy. Peut-être que cette occasion-là aussi, il doit la mettre. Parce que, alors il n'est pas tout à fait seul face au gardien. Entre le moment où ça part du PE Svensson et le moment où ça arrive, Renault est un petit peu sorti, donc il y a un petit duel à jouer quand même. Mais voilà, justesse du PE Svensson, je trouvais ça important de aussi mettre Svensson dans les points positifs. Le match n'est pas parfait, loin de là, mais vu son match contre Tottenham, c'est important de souligner que lui aussi, dans les 11, il n'a pas été ridicule du tout. Et du coup, voilà, 83e minute, il envoie un ballon, une pépite pour Guirassy. Dommage, ça finit pas au fond. Ça aurait été une juste récompense pour les deux, en fait. Et on va terminer, je crois, avec, évidemment, le but de Bayer qui est excellent. Alors, la vidéo aurait beaucoup plus parlé que les images, bien sûr, mais cette passe de Bellingham, quelle confiance en soi il faut avoir et quelle justesse, parce qu'il faut la précision, il faut la vision et il faut le juste dosage pour que ça arrive pile dans les pieds de Bayer, pas trop faible parce qu'il est quand même au milieu de 2 joueurs, Bayer, et pas trop forte parce qu'il faut qu'il puisse la contrôler quand même. La passe de Bellingham, elle est parfaite. Et derrière, Bayer, il fait un contrôle orienté qui est franchement classe élite. Et derrière, en une touche de balle, il vient la mettre petit filet. C'est du très très haut niveau. Ça vient souligner aussi la qualité technique de Bayer globale sur ce match. Parce que c'est vrai, et vous l'avez redit très justement, c'est un mec qui se bat, qui lâche pas. C'est vrai, mais là, on a vu le Bayer aussi, juste techniquement. Ça fait plaisir. Il sort pas à tous les matchs, celui-là, loin de là. On aimerait le voir plus. Ce Bayer juste dans la technique et dans les choix. C'est cette occasion-là, ce but-là, 84e minute de ce match qui vient le tuer. Enfin, on tue un match aussi, on n'en a pas parlé, mais le match est tué, quoi. Ça fait plaisir. C'est du top niveau. Et la passe de Bellingham, et le contrôle de Bayer, et sa finition angle fermé. 3-0, bravo messieurs, voilà. C'est ce que j'ai à dire sur ce match. C'est ça. Ouais, c'est vrai que tu as raison sur le fait de tuer le match, c'est qu'on le tue juste au retour des vestiaires et on le tue vraiment dans les dernières minutes du match, de se dire c'est bon, c'est 3-0, c'est plié, Ouais. Il nous reste 10 minutes tranquille et voilà. Donc comme tu viens de le dire, une victoire du coup 3-0 contre l'Union. Voilà, un résultat qu'on va pouvoir voir au vu des autres résultats de la journée, surtout du classement qui sont intéressants pour nous. À noter aussi un nouveau clean sheet pour Kobel, qui, si je dis pas de bêtises, c'est le 10e de la saison. Ouais. Donc très très intéressant pour lui, pour ses prestations. Donc voilà, on va dire bravo aux messieurs pour ce résultat et pour la réaction qu'on attendait contre la débâcle qu'on a vue contre Tottenham, en espérant que ça reste sur la même lignée et que le niveau se hausse contre l'Inter qui nous attend déjà mercredi. Au niveau des résultats, du coup, je vous mets les résultats de la journée. Donc, on était sur la J19, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a commencé avec un derby de Hambourg. T'as regardé, Franck, aussi ou... Quelle purge. On est d'accord. Quelle purge. C'est dommage. Mon Dieu, on peut se plaindre, mais là, c'était... J'avais l'impression de voir le BVB jouer par moment. Quoi. Je me dis, non, c'est le derby d'Hambourg. C'était un derby. Je crois qu'il y avait plus de spectacles dans les tribunes et hors des tribunes que sur le terrain, en tous les cas. Parce que, wow. Ouais, c'était très compliqué. La pauvre Aurélie qui a dû regarder ce match-là, força. Et là, donc, bon, on n'avait pas pu la vanner parce qu'il n'y avait rien à vanner. Hein, il n'y avait rien à vanner, ni au résultat, ni au vu de la prestation. Donc, c'était... voilà. Donc, un résultat qui arrange un peu les deux équipes, parce qu'ils sont un peu au coude à coude au niveau du classement. On va pouvoir le voir derrière. Ça arrange plus Hambourg parce qu'on va dire c'est à Sampaoli et Sampaoli est quand même dans la charrette plus que Hambourg. Quoi. C'est un peu Hambourg qui fait le... Bon, match aller, ils avaient fait un partout, je crois, hein, c'est ça, si je me souviens bien. Non, Sampaoli avait gagné à Hambourg. Il avait gagné, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'était un scénario terrible où Hambourg marque, premier but en Bundesliga depuis une éternité, VAR, hors-jeu, et derrière Sampaoli met 2 buts, et ça finit 2-0. C'était terrible pour Hambourg.
Donc voilà, bon, ils n'ont pas su faire le match retour à aller s'imposer à Saint-Pauli. Première défaite du Bayern à noter. Mon Dieu, le Bayern est en crise. Voilà. Tout Jésus. Le Compagnie coach est virée sur la demain. sellette. Le coach est sur la sellette. Ils n'ont plus que 8 points d'avance. Voilà. Voilà, ça, tout donc, Jésus. petit derby de la Bavière contre Ouais. Augsbourg. Donc le Bayern gagnait 1-0 et en Bourg en 5 minutes, même pas, je crois ils ont retourné la situation. Ouais, mais c'est mérité parce que eux, je sais pas, c'était un match sans Bayern, ça peut arriver, hein, je veux dire. Bon. Ils peuvent Voilà. se le permettre surtout. Ouais. Voilà, surtout. Ouais, de toute façon, ils peuvent se permettre de perdre. Puis en plus, j'ai regardé un peu la compo, je me dis, bon, il a peut-être fait tourner aussi, mais bon, c'était pas Non, pas énorme, c'est normal, quoi. Donc voilà, bah, la première défaite du Bayern est tombée au mois de janvier. Leverkusen qui reprend des couleurs en s'imposant sur le plus petit score 1-0 contre Bremen. Francfort, Offenheim qui en met 3 de nouveau à Francfort. De toute façon, Francfort, c'est l'habitude, c'est 3 buts encaissés ou rien. Ils visent le record, Francfort, je crois. 4e match cette année, je crois. Hein. 4e fois qu'ils se prennent 3 buts. Hein. Ouais, Donc, c'est violent. Hein. C'est violent. Pour le prochain adversaire, s'il y a des paris à faire, mettez déjà 3 buts pour le prochain adversaire. C'est clair, c'est jackpot pour vous. Faudra s'arrêter à un moment donné sur quand même Offenheim, parce que c'est vrai qu'on les survole comme ça un petit peu, semaine après semaine. Ouais, Offenheim, parce que nous on les a joués, je les ai pas trouvés impressionnants, honnêtement. Mais preuve en est que quand même. Hein. Ils ont fait un bon recrutement avec leur coach. Dès qu'ils ont fait, moi je me suis dit, c'est le coach qui va vraiment dans l'équipe, quoi, je veux dire. Parce qu'ils n'ont pas un super effectif. Le coach est intéressant, hein. Ouais, mais c'est ça, c'est le coach qui est. Bon, après, tant mieux pour eux, je veux dire. Tant mieux pour nous, ça nous fait un déplacement tout proche pour nous. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Mainz qui goûte à la victoire en faisant 3. Mainz qui va se sauver. Là. Ouais, Vincent, bien joué. Ouais, Tu l'as vu avant tout le monde. Il avait dit quoi, Vincent? Bah, c'est le premier à dire Mainz va se sauver. Bien joué. Ah, okay. Après, la saison n'est pas finie, mais de toute façon, j'en étais persuadé qu'ils allaient sortir de la tête de l'eau. Ok. Donc, c'est pas les équipes, enfin c'est pas l'équipe que je voyais lanterne rouge, encore moins lanterne rouge et descendre pas de saison. Non, moi je vois Heidenheim, Saint-Pauli descendre et je vois bien Augsbourg jouer les barrages peut-être. Enfin bon, ça dépend quand ils peuvent s'en sauver aussi encore. Parce que là, Augsbourg, ça peut les requinquer un peu contre d'avoir gagné contre le Bayern. Je sais pas c'est quoi leur prochain adversaire, mais ça peut faire et Mainz, une motivation. Wolfsburg menait 1-0. Hein. Ouais. Donc, pareil, compliqué pour Wolfsburg. Leipzig qui s'impose 3-0 sur en terre d'Heidenheim. Nous, on l'a dit. 0-0 à la mi-temps. Hein. 0-0 à la mi-temps, ça faisait okay. Donc voilà. Gladbach qui se prend 3-0 à domicile contre Stuttgart. J'ai l'impression que Gladbach, ça commence un peu à rebaisser au niveau des résultats. Et il y avait un Freiburg-Köln ce soir. Donc, Freiburg s'est imposé 2-1 chez eux. Au niveau du classement, du coup, je vous l'ai mis. Donc, voilà, on récupère 3 points sur le Bayern, qui reste tout de même à 8 longueurs d'avance. Donc, ne pas s'enflammer, comme je peux voir certains qui s'enflamment déjà sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien qui est fait. Hein. Donc, redescendez la pression, les gars. Ça va aller. Du coup, Dortmund toujours solide deuxième, mais attention, Offenheim derrière qui pousse et qui a un match en moins à rattraper. C'est cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais plus quand est-ce qui joue. Donc, mais je crois que c'est. Je me demande s'il n'y a pas mardi, il y a des matchs qui sont rattrapés. Ouais, je crois que c'est mardi. Donc, je te laisse regarder, Franck, comme ça pour l'instant, je continue sur le classement. Donc, Offenheim 3e, Stuttgart, Leipzig et Leverkusen suivent dans le wagon. Mardi, Saint-Pauli, Leipzig et Bremen contre Offenheim. Ok, voilà. Donc, il y aura des matchs de rattraper à ce moment-là et on aura une 19e journée pour tout le monde au classement le week-end prochain. Et au niveau du bas du classement... Pas tout le monde. Qui c'est qui est... n'aura pas joué son match contre Hambourg. Ah oui, c'est vrai, il y a eux aussi encore, ouais. Vu que le toit de Hambourg était rempli de glace pour des raisons de sécurité. C'est ça.
Donc, il restera ce match. Bon, même si Leverkusen est un peu plus distancé et pour le moment n'a pas d'impact sur le classement de Dortmund. Au niveau du bas du classement, donc Mainz, Saint-Pauli, Heidenheim, c'est ce que vous venez de dire un peu, les gars. À part Mainz, c'est le Saint-Pauli, Heidenheim, ça devrait sûrement être les clubs qui vont peut-être descendre en seconde division à voir. Attention au Werder Bremen aussi, ça a l'air d'être un peu compliqué, donc à méditer et à voir. Voilà, donc je vous ai pas mis la prochaine journée, parce qu'on en parlera jeudi après le match contre l'Inter, et notre match sera dimanche contre Heidenheim, c'est ça? Si je dis pas de bêtises? Ouais, à 17h30, donc on finira la journée avec notre match. Écoutez, je pense qu'on a fait un beau tour déjà sur la rencontre. S'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose au niveau du classement ou des résultats, sinon on enchaîne avec le prochain adversaire. Allez, on va vers l'Inter. Allez, c'est parti. Allons un peu en Ligue des Champions et au match qui nous attend déjà donc mercredi à 21h. Donc, pour rappel, tous les matchs se joueront en même temps. Donc, le multiplex, pour ceux qui vont regarder, va être de folie. Mais nous, on sera plus focalisé sur la rencontre qui nous attend. Borussia Dortmund, Inter de Milan. Je vous donne un peu la situation actuelle de l'Inter. Au niveau de la Serie A, c'est solide leader. Au niveau des rencontres en Serie A, j'ai pris que les matchs à l'extérieur pour différencier un peu avec le match qui nous attend. Ils sont sur 8 victoires, 2 défaites en Serie A. La plus perdue depuis le 23 novembre en Serie A. Pareil, c'était lors du derby contre le Milan AC. Au niveau de la Champions League, c'est un peu plus différent parce qu'ils ont fait une bonne entame de compétition en s'imposant contre l'Ajax, le Slavia, l'Union et Kairat Almaty. Et depuis que c'est des gros clubs, on va dire, un peu plus importants en Europe, défaite contre l'Atlético, défaite contre Liverpool, défaite contre Arsenal. Donc on sera le dernier de la roue à les rencontrer. Au niveau de la rencontre, donc ça sera le 16e contre le 14e. Comme je viens de vous dire, 4 victoires, 3 défaites, 13 buts marqués contre 7 encaissés. Donc pareil, défense solide et une attaque qui marque. Vincent, tu es un grand fan de la Champions League. Je commence avec toi. Qu'est-ce que déjà tu seras sur place, si je dis pas de bêtises, pour aller voir le match et les attentes. Je pense qu'on va être un peu tous d'accord. On aimerait voir au moins une victoire pour clôturer cette partie de championnat et revenir un peu plus haut dans le classement que finir 16e. Pour moi, ça va être une des rencontres les plus compliquées. Maintenant, à voir qu'est-ce que ça va donner exactement au niveau du classement en cas de victoire, parce que il me semble avoir entendu dire qu'ils peuvent venir dans les huitièmes. Dortmund? Ouais. Ouais, c'est comme on peut être éliminé, mais il faut qu'il y ait des scénarios de fou. 1% de chance pour qu'on termine dans les 8 premiers. Ouais, voilà. Et 1% de chance pour qu'on ne soit pas dans les 24 aussi. Oui, donc est-ce qu'il faut s'attendre dans la réalité à un match, on va dire, assez posé? Je sais pas. Moi, j'attends la victoire, bien évidemment, de notre club. On est là, j'y vais pour ça. J'y vais surtout pour l'ambiance Ligue des Champions, l'ambiance de notre Borussia Dortmund. Maintenant, si je devrais parier, je vois bien un petit match nul, même si généralement il faut pas se fier faut pas trop se fier à mes paris, mais j'y vais principalement pour passer. Messieurs. Soit une victoire de l'Inter, soit une victoire de Dortmund si vous devez parier, surtout pas le match nul. Ouais. Voilà. Non, j'y vais principalement pour le club et pour passer encore une fois un super moment européen dans le plus beau stade du monde. C'est ça. Donc, puis ça serait bien de finir sur une petite note positive, on va dire, sur cette compétition, partie championnat, comme je dis, parce que ça risque sûrement de continuer. On est sur 6 confrontations qui a déjà eu lieu entre les deux équipes.
Donc du coup, c'est 2 victoires, 3 défaites et 1 nul pour le Borussia Dortmund. Donc on va dire une équipe l'Inter et le Borussia Dortmund qui se contentent de tous les deux de faire des résultats. Au niveau de l'entraîneur, Christian Chivou, système en 3-5-2, donc un peu le même système que Dortmund. Au niveau défensif, je parle. Ça sera aussi l'occasion de revoir des anciens avec Akanji et Mkhitaryan. Donc voilà, on verra s'ils sont titulaires. Kylian, qu'est-ce que tu as de beau à nous dire sur l'Inter? Et comme ça, je clôturerai avec Franck. J'ai pas mal de choses à dire sur l'Inter parce que c'est vrai qu'en Serie A, leur dernière défaite remonte au 23 novembre, ça tu l'as dit. Mais moi, j'aimerais aussi souligner que depuis le 23 novembre, en Serie A, c'est que des victoires. Il y a un match nul le 11 janvier contre Naples. À part ça, c'est que des victoires. L'Inter, plus je m'y intéresse, plus je me rends compte qu'en fait, c'est un très, 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 très gros morceau. Je pense que les 3 défaites Atlético, Liverpool, Arsenal sont trompeuses parce que de ce que j'ai vu de ces 3 matchs, c'était, à part peut-être contre Liverpool, c'était la meilleure équipe sur le terrain. Et du coup, alors vous savez, je suis un petit peu orphelin de ma source de statistiques, donc j'ai dû fouiller pour trouver un petit peu autre chose. Avant ça, j'ai regardé leur effectif, bien sûr. Alors, il y a un vrai point faible au niveau du gardien. Zomer a 37 ans. Moi, j'adorais Yann Zomer, sans doute que vous aussi. Ça a été un super gardien. 37 ans, c'est plus que l'ombre de lui-même. Il s'en ira aussi à la fin de saison. Défense centrale, c'est très costaud. Bastoni, peut-être le meilleur défenseur de la planète. J'avais vu qui est le meilleur défenseur central gaucher entre Schlotterbeck et Bastoni sur la planète foot. Je comprends que le débat se tienne, mais Bastoni a tellement de références au très très haut niveau. Je vois personne devant lui, honnêtement. Après, bon, il y a Bisek, il y a Akanji, bien sûr. Il y a toujours Stéphane De Vrij, hyper fiable. Acerbi, il a 37 ans. Je crois qu'il quittera aussi le club en fin de saison, mais il joue toujours. Leur piston gauche, Di Marco, c'est un des gros joueurs de leur équipe. Et il n'a que 28 ans, alors que j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on le voit jouer. Le point faible, c'est peut-être le côté droit, parce que Dumfries est blessé. Opération de la cheville pour Dumfries, out jusqu'à mars. Ils n'ont personne pour le remplacer, on va dire dignement, parce que sa doublure, c'est Matteo Darmian. Darmian, les gars, c'est 36 ans, et il joue plus en réalité maintenant dans l'axe que sur le côté. Donc ils galèrent un peu avec leur côté droit. Parfois, ils font jouer Carlos Augusto, mais faire jouer un gaucher à droite, c'est pas lui rendre service. Alors j'ai vu qu'il faisait aussi parfois jouer l'ancien Marseillais Luis Enrique, mais c'est un mec qui a besoin un petit peu d'apprendre. C'est sans doute leur zone faible. Ensuite, au milieu de terrain, Çalhanoğlu est blessé. Il est blessé jusqu'au mois prochain. On ne verra pas Çalhanoğlu. Malgré ça, il y a Barella, il y a Susic, il y a Fratesi, il y a Zielinski, il y a Mkhitaryan. C'est très fort. Et devant, j'ose à peine en parler, Lautaro Martinez est dans la forme de sa carrière. Chaque saison, tu penses que Martinez, c'est sa meilleure saison. Et en fait, la saison d'après, il fait encore mieux. Marcus Thuram, même Ange-Johan Boni, que je ne connaissais pas, qui est arrivé récemment de Parme, qui est français. Il est à, j'avais les statistiques de Boni, 5 buts, 4 passes décisives. Lautaro Martinez, c'est 12 buts. Di Marco, 5 buts, 9 passes décisives. L'Inter, c'est pas tant l'Inter ultra défensif italien qu'on pourrait penser. Pas du tout. L'Inter, les gars, ça joue au foot comme jamais. C'est la 2e équipe d'Europe qui tire le plus. 404 tirs en 25 matchs. Il n'y a que le Real Madrid qui est légèrement au-dessus. Pour autant, c'est une équipe aussi qui subit pas mal parce que c'est la 7e équipe en Europe qui a subi le plus de tirs. Pardon, je dis absolument n'importe quoi. C'est la 7e équipe en Europe qui a subi le moins de tirs. Pardon, excusez-moi. J'avais le classement à l'envers. Pardon, c'est pour ça que j'ai bugué. Non, c'est la 7e équipe en Europe qui a subi le moins de tirs. Pardon, autant pour moi. Et en fait, dans ces 2 classements-là, avec l'Inter, tu retrouves Arsenal, tu retrouves le Bayern, tu retrouves Paris, tu retrouves les grands, en fait, les très très grands actuels. Ça joue au foot. C'est un système de pressing qui marche aussi très très fort. J'ai pu voir en Serie A que c'était le plus faible volume de PPDA. Alors le PPDA, ça j'en ai jamais parlé. C'est en gros c'est le nombre de passes que tu
accorde à l'adversaire avant de déclencher ton pressing. En gros, je facilite vraiment les choses. Et ils sont à 10, c'est le plus faible volume de Serie A, donc ça presse très très fort. C'est aussi le deuxième club en Italie qui aligne les séquences de plus de 10 passes, juste derrière la Juventus. On va affronter un très très gros, hein, honnêtement. Alors après, peut-être que l'enjeu, on va dire, minime du match fait qu'on aura un match un petit peu ronflant. Je te le souhaite pas, Vincent, et je ne le souhaite pas à nous non plus. Peut-être qu'aucune de ces deux équipes ne se donnera à 100%, mais en admettant que les deux équipes se donnent à 100%, l'Inter, j'ai pas trouvé un secteur de jeu où on est supérieur, honnêtement. On est vraiment inférieur à l'Inter de Milan. Et il faut s'en souvenir, au moment où le coup d'envoi sera donné, on joue contre plus fort que nous. À domicile, certes, mais on joue contre plus fort que nous. C'est clair. De toute façon, après, Franck, tu l'avais un peu dit, je pense qu'un match nul, ça pourra arranger les deux équipes. Pas trop se fatiguer, puis comme ça, la qualification est acquise et t'es tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? Avec notre BVB, ils sont capables de faire un match du tonnerre, faire un match, comme dit Kylian, ronflant, où on va jouer le match nul. Parce que, bon, un match nul suffit, même une défaite fait qu'on serait encore, je pense, peut-être qualifié. Vraiment un concours de circonstances. Mais bon, après, on prendra un adversaire qui sera costaud quoi qu'il arrive, quoi, je pense, de toute façon, quoi, je veux dire. Bon, ouais. Bah c'était Kylian qui l'avait dit, c'est quoi? C'était l'Olympiakos ou Galatasaray? Ça a changé peut-être, non? Ouais, je crois que c'est Galatasaray maintenant. D'accord. Okay. Mais t'as le classement, tiens. Est-ce que t'as le classement à tout hasard? Non, je l'ai pas mis en photo. Ah bah bravo. Donc, je vais chercher. Voilà. Bah écoute, je te laisse regarder. Pour l'instant, je vais voir si Franck il a sa mémoire qui est toujours bonne. Est-ce que tu es capable, Franck, de me donner les 3 transferts qui ont eu lieu entre les deux clubs, sachant que c'est dans les années 80-90? Ouais, quoi, entre l'Inter et Dortmund, les deux côtés. Comme il n'y en a que 3. Entre l'Inter et Dortmund, 90. Actuellement, en l'état du classement, il y aurait un tirage au sort entre Galatasaray et Karabag. Voilà. Ah ok, maintenant c'est Karabag. Ok. On est bien là. Galatasaray, faut jouer, hein, Galatasaray. Ça joue au foot, hein, Galatasaray. Quand même, je dis pas. Et Karabag, c'est pas dégueu non plus, hein, sur leur parcours. Les deux sont des matchs pièges. Hein. Malgré qu'on a, comme Galatasaray, on a toujours des bons résultats, mais je veux dire, aller jouer en Turquie, c'est toujours. Ouais. Bon, bref. Alors, Franck? Non, là, je ne vois pas. L'Inter, c'est pas une équipe directe. Un ballon d'or? Un ballon d'or. C'est quoi oui. Oui, il y en a un qui revient, oui, parce que ça se passe mal. Bah, t'as Mathias Zamor. Tout à fait. Qui revient de l'Inter. Qui on a encore? Un avant-centre dans les années 95-96. Ah, on a aussi Ruben Sosa qui venait pas de l'Inter. Tout à fait. Voilà. Ruben Sosa qui mettra un but contre le Bayern quand on gagne 3-1 contre le Bayern. Un coup franc. C'était un gaucher, une petite pépite Ravboquette, quoi, je veux dire. Et le troisième, là, je ne vois pas. Alors, le troisième, pour t'aider, Souza, ça s'écrit quasiment pareil. Il y a juste une lettre en moins. Et c'est un avant-centre des années 95-96. Souza, une lettre en moins. Ouais. Et c'est un avant-centre. Non. Franck, il est dans son palais mental. Il ouvre toutes les portes. Oh non, j'ai pas la clé. C'est 95-96, les avant-centres. Allez, je te le donne. C'était Sosa, S-O-S-A, un avant-centre. C'est pas un avant-centre, c'est lui que je pensais que c'était Ruben Sosa. C'est lui. C'est lui? Alors, du coup, c'est Souza, S-O-U-S-A.
Ouais, parce que Ruben Sosa, c'est S-O-S-A. S-A, et après, tu as Sousa, S-O-U-S-A, qui est plus vers fin des années 90, début 2000, si je dis pas de bêtises. Lui, il me dit rien. Non? Ok. Bon. Donc, Ruben Sosa, lui, il était au BVB quand on fait le titre. ok. Je pensais que tu avais dit Sousa au début, donc c'est pour ça que Non, je non, me dis. non, non. Ruben Sosa, Ok. qui était un Uruguayen, quoi, je veux dire. Hein. Ok. Donc voilà, c'était les seuls 3 transferts qui a eu lieu, et c'était plus dans les années 90, début 2000 pour. Ruben Sosa, c'est 95. Ouais. Il Ouais, fait qu'une voilà. saison chez toi. C'est ça. C'était court. Et l'autre, c'est Sousa, c'est ça? Ah, mais c'est Paolo Sousa, qui fait Paolo Dortmund, Sousa, ouais. qui fait Dortmund Inter en 98. Ah voilà, tu vois, c'était même pas début 2000, c'était 98. Donc voilà, c'était les seuls 3 transferts qu'il y a eu. Ah oui, Paolo Sousa, quand il part de Dortmund, oui, milieu de terrain. Oui. Voilà. Je ne savais même pas qu'il était parti à l'Inter. Moi, je sais qu'il était venu de la Juventus. C'était le milieu de terrain défensif titulaire en 96, quand on gagne la Ligue des Champions, quoi, je veux dire. Quoi. Mais, avec notre bon Paul Lambert. Ouais, Paul Lambert. Ouais. Mais il faudra regarder parce que c'est vrai que Sousa fait une saison et après, je ne sais pas ce qu'il fait pendant un an, quoi, parce qu'il y a un petit trou. Mais bon, ouais, Inter, ouais. Je ne savais même pas qu'il était parti à l'Inter. Voilà, tu l'as piégé, Max. Bien joué. Ouais, ça y est, j'ai réussi. Premier piège. Attends, il t'attend pour la chronique du vieux Bourroussan. Oui, c'est vrai. Donc, on va finir avec l'avant-dernier sujet avant que Franck prend la parole. Donc, ça a été un peu la petite bombe de la soirée. Anselmino qui va retourner à Chelsea parce que le club l'a rappelé. Ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour donner leur verdict, si vous voulez le faire ramener, oui ou non. Bon, c'est quand même une énorme surprise. Je pense que personne là autour de la table ne s'y attendait. Et ça risque de faire grand bruit, surtout pour Sébastien Kell, sur cette décision de recrutement et de mettre cette clause. Mais est-ce que vous êtes déçu ou dans le sens, bon, après des défenseurs centraux, on en a quand même pas mal. Juste pour vous redonner quelques chiffres avant de donner la parole. Anselmino, ça a été 10 matchs, toutes compétitions confondues, 586 minutes de jeu, un but et une passe D. Donc son but, c'est contre Leverkusen, si j'ai souvenir. Donc voilà. Qui veut commencer dans vous trois? Vincent, il en a gros. Vas-y, Vincent. Moi, je suis personnellement hyper déçu. Alors après, bon, je commence à me résigner tout doucement par rapport à la gestion au niveau des recrutements, hein, avec la personne qui a la tête de tout ça, Sébastien Kell, pour vraiment que les choses changent ou qui dégagent tout simplement. Moi, je suis hyper déçu pour la bonne et simple raison que c'est un joueur qu'on a peut-être pas vu beaucoup, pas vu assez, parce que je le trouve excellent. En tout cas, le peu de temps qu'on l'a vu jouer, moi, je l'ai trouvé extra. Vu que je suis le style de personne à vivre dans le monde des bisounours, j'étais persuadé qu'on allait le garder, en tout cas faire la procédure pour qu'on le garde de manière définitive. Ben, il retourne à Chelsea. Je sais pas quoi en penser. Alors maintenant, j'ai quelque chose qui me dit d'un côté que c'est comme ça, Vincent, il faut que tu t'y fasses. C'est la vie que tu as décidé de mener. Et dans l'autre sens, il y a quelque chose qui me dit que notre club a quelque chose derrière la tête. Alors maintenant, à voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va retrouver, est-ce qu'on a déjà entamé des pourparlers avec un club en particulier pour trouver, pour remplacer Anselmino, ou est-ce qu'on va donner la chance de nouveau à Filippo Mané? Après, d'après la dernière rumeur, on sera en contact avec Chelsea pour savoir s'ils n'ont pas un autre joueur pour nous prêter pendant 6 mois. Écoutez-moi bien. Si Anselmino retourne à Chelsea et qu'on récupère Dizazi, je le dis ici, Kell, c'est la reine des salopes. Allez, c'est bon. Moi, je vais sauter encore une fois. J'aurais pas été jusque-là, tu vois. Il a lâché tous les mots, Kylian. Il attendait pas.
Aïe, aïe, aïe. Donc, après, il y a Merci Kylian pour ce moment, hein. C'était ouais, extra. ASBH qui me dit sur Facebook qu'il a souvent été blessé et Chelsea va peut-être le refiler à Strasbourg. Je pense Kylian, tu regardais un peu tout à l'heure la liste des blessés aussi en défense centrale et puis il y a un joueur qui s'est fait les croisés. Ouais, Colwill, Colwill, c'est un peu le patron de la défense de Chelsea. Croisé fin de saison pour lui. Plus un autre gars qui a des blessures au mollet. Plus Dizazi qui, du coup, est complètement sorti du groupe. Anselmino. Alors, il en reste des défenseurs, hein, bien sûr, à Chelsea. Mais Anselmino, a priori, ne part pas pour repartir, quoi. A priori, il va rester à Chelsea et se battra pour une place de titulaire. Mais je ne le vois pas partir à Strasbourg. Ce serait stupide, en fait, de la part de Chelsea de le sortir d'un club où il joue la Champions League et l'emmener à Strasbourg. Je pense qu'il va à Chelsea pour jouer, ou en tout cas pour être dans le groupe, quoi. Surtout qu'en plus, il se plaisait à Dortmund. Hein. D'après Patrick Berger, il voulait même rester jusqu'à la fin de saison. C'est vraiment Chelsea qui a fait le forcing pour le faire revenir. Je vous ai mis juste cette petite photo. C'était le groupe du BVB qui était contre l'Union Berlin. Donc, on voit bien je vous divise à chaque fois les différents groupes défenseurs, milieux, attaquants. Maintenant, on enlève Anselmino, donc il ne nous reste plus que Schlotti, Anton, Chan, Mané, Svensson, Ben, Sebaini, Couteau, Ryerson. Franck, pour toi, il y a un besoin de recrutement au niveau défensif en central, parce que c'est un défenseur central qui s'en va, où on peut se contenter de ça, surtout qu'on a le petit Mané, qu'on était prêt apparemment à prêter en Zweite Bundesliga, et finalement que lui dit non, en fait, tu vas rester avec nous au moins jusqu'à la fin de saison. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pareil. Tu t'oublies qu'il y a encore Zule qui est là, bien sûr, hein, vu qu'il n'était pas dans le groupe. Parce que, Oui, pardon, autant pour moi, je l'avais déjà oublié, lui. bloqué du dos. Je pense pas qu'au niveau défensif, on ait plus besoin de recruter. Hein. Tout le monde sait quel poste on a besoin depuis longtemps. Hein. Bon, je pense que on en a un, c'est Euskand. Je ne crois pas qu'il en a trop besoin, notre ami Kovac. Donc, Il va partir. Moi, je ne pense pas que défensivement, on ait besoin de recruter. Je pense peut-être plus au milieu de terrain, quoi. Bon. Ou peut-être un arrière-gauche pour Svensson aussi, pour le Oui, suppléer un peu, même s'il y a Ben Sebaini, il doit être, bon, il est un défenseur central, mais il peut dépanner aussi à gauche. Il y a des solutions pour tout, je pense. À part au milieu de terrain, où si maintenant Nmencha ou Bellingham se blessent, je serais curieux de savoir ce que Kovac va faire. Hein, je veux dire, hein. Il fera jouer Chukwuemeka et vous sauterez au plafond. Ouais. Et capable en plus. Moi, j'attends que ça, quoi, je veux dire, quoi. Parce qu'au milieu de terrain, c'est quand même. Il faut rajouter Sabitzer aussi, hein, c'est vrai qui est blessé et qui reviendra que fin de semaine, apparemment. Sabitzer, le Gasper. Ah oui, j'avais oublié lui aussi. Tiens, moi, bon, Sabitzer, quand il fait ses matchs, quelquefois, il fait des bons matchs. Pas non plus, je veux dire. Pas non plus catastrophique. C'est un joueur qui est capable de faire quelque chose. Mais bon, ouais. Trouver peut-être une alternative à Svensson. Comme dit, on a Ben Sebaini. Ryerson peut aussi jouer à gauche. Il y a une multitude de possibilités, quoi. Hein, je veux dire. Oui, ils sont pas obligés en fait de faire un recrutement avec le départ d'Anselmino. Ils ont les solutions. C'est juste qu'il ne faut pas qu'il y ait une pénurie de joueurs à un moment où il y en a 2, 3 qui se blessent. C'est à ce moment-là où tu vas commencer à un peu à tirer la langue sur ton effectif. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'obligation. Moi, personnellement, si c'est pour recruter mal, je préfère ne rien faire. Non. Moi, je laisserai comme tel, quoi, je veux dire, quoi. Ça me dérangerait pas trop, quoi, je veux dire, quoi. Surtout que sur le marché des transferts, au mois de janvier, il n'y a pas non plus énormément, quoi. Non. Puis c'est la dernière semaine, non, c'est ça? On retiendra quand même que nos amis du FC Schalke ont quand même réussi à recruter Edin Dzeko, hein, qui a marqué. Ouais, pour son premier match. Ouais, donc, bon. Voilà. Par contre, il a signé que 6 mois, c'est ça, hein? C'est pas jusqu'à la fin de saison, quoi. Donc, c'est vraiment pour essayer d'avoir peut-être un élan pour remonter en Bundesliga et l'expérience. Ouais, l'expérience. Ouais. Bon, que ça n'aura pas trop porté chance aujourd'hui. Bon, ils perdaient 2-0, ils réussissent à faire 2-2.
Ouais, non, franchement, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a la qualité dans ce groupe. C'est pas dans le recrutement qui me fait plus. C'est autre chose, quoi. Mais bon. D'accord. Ouais. Après, il faut pas oublier qu'il y a le petit jeune Kaba aussi des U23. Ah, moi, je le lâche pas, Kylian, je m'en fous. Non, mais faut l'oublier. Un jour, il va arriver dans ce groupe. Il est blessé jusqu'au mois de février. Hein. Ouais, voilà. En fait, c'est ça l'inconvénient, c'est qu'il est blessé, donc ça peut lui porter à. Ouais. Et bien sûr, Kovac fait la promotion des jeunes. Oui, c'est ça. C'est que non, mais laisse-moi dans mes petits bisounours avec. Ouais, vous m'avez arrangé, Vincent. Si tu veux. Un écureuil et un bisounours, ça fera bien. Vous pourrez vous casser les noisettes ensemble. Donc, si vous voulez. Ça peut être dur. Kylian ou Vincent, vous voulez rajouter quelque chose sur un possible recrutement dans ce groupe ou sinon on finit avec la chronique? Non, mais en fait, tu as posé la question au tout début. Est-ce que vous êtes dégoûté que Anselmino parte ou est-ce que, selon vous, l'effectif est complet, il n'y a pas besoin de recruter? Les deux, en fait. En fait, les deux. Parce qu'un rappel de prêt, c'est quand même très rare. Hein. Ça se voit pas vraiment tout le temps. Alors nous, on a rappelé Euskan de Wolfsburg pour situation urgente parce qu'on n'avait plus personne au milieu de terrain. Aujourd'hui, Euskan, le gars, il est passé... Oui, il a servi à rien en plus. Aujourd'hui, Euskan, il passe du statut de pestiféré à c'est la solution à tous nos problèmes. Parce que moi, je veux quand même vous rappeler un truc, c'est qu'on est à -4 là. On a fait partir 4 joueurs. On a recruté 0, évidemment. On a perdu Campbell, Duranville, Gross, Anselmino. On a recruté personne. On ne recrutera sans doute personne. Et tu le justifies en te disant oui, mais il y a Euskan. Euskan, il a passé 6 mois en tribune. Plus que ça, plus que 6 mois en tribune, je suis gentil. Et Euskan, aujourd'hui, tu vas m'expliquer que lui, c'est la 4e roue de la voiture, derrière Mecha, derrière Bellingham et derrière Sabitzer. Vous inquiétez pas, les gars, on a Euskan, on n'a pas besoin d'un 4e parce qu'il y a Euskan qui est là. Il a même dépanné en défense centrale pendant la Coupe du Monde des clubs. Donc maintenant, si tu me dis, est-ce qu'il y a besoin à tout prix? Non, il n'y a pas besoin à tout prix parce que axial gauche, tu as Schlotterbeck Ben Sebaini, axial, tu as Anton Chan, axial droit, tu as Zule Mané. En gros, c'est l'idée. Ou voir Euskan éventuellement. C'est pas le nombre, moi, qui me pose problème. C'est la qualité, les gars. Ouais. Tu vas me dire que c'est Euskan, avec son talent qui est connu du monde entier, hein, qui va te faire que l'équipe sera meilleure sur la phase retour que sur la phase aller. Ouais, il faut recruter. C'est obligé. Pour moi, en fait, pour moi, ils ne recruteront pas, les gars. Kovac a vendu du rêve. Il y en a même un, je crois, dans la composition qui a réussi à mettre notre ami Euskan. Hein. Ben oui, c'est moi, et je l'avoue. Mais oui, mais c'est censé, en fait. C'est censé parce que dans la rotation, il va rentrer dans les plans de Kovac. Mais personne n'a voulu de Euskan. Aucun coach ne voulait de lui depuis qu'il est arrivé. Le mec, il est placardé. Et aujourd'hui, maintenant, là, tu vas me dire que c'est lui la solution à tous tes problèmes. Non, ça sera la solution pour faire tourner un petit peu, effectivement, contre des adversaires faibles. Ça peut servir. Mais est-ce que c'est lui qui va faire en sorte que l'équipe est meilleure? Pas du tout. Pas du tout, en fait. Et je suis plus en colère sur ça que sur le fait de ne pas recruter à tout prix parce que oui, bien sûr, on a un groupe qui est étoffé. Mais ce groupe étoffé, il va y avoir un mercato de passé. Tu ne l'as pas amélioré du tout, en fait. C'est ça. Et par exemple, Euskan pourrait être titulaire contre Heidenheim, hein, à domicile. En plus, tu joues chez toi. Il y a toute une confiance pour ça serait pas déconnant. Donc surtout, ne le mettez pas dans vos propos. Pour les gens qui voudraient mettre Euskan en Ligue des Champions, il n'est pas qualifié, hein, au cas où. Hein. Mais il va l'être. Parce qu'ils peuvent changer bientôt. Là, ils vont changer. Après, si, oui ou non? Après les groupes, si. Après les groupes, oui. Il va y rentrer. Il va y rentrer, c'est sûr. Là, faut déjà se qualifier. Moi, j'ai du mal à y croire, hein, personnellement. Il va y avoir une. Après, il y aura peut-être un prêt. Qui sait qui vont peut-être qu'elle est en train de négocier peut-être un prêt avec un joueur, puis il va revenir 6 mois et puis basta. Quoi. Après, tu vois, Vincent, il est très assidu sur les rumeurs et il est frustré qu'aucune rumeur n'aboutisse. J'entends. Mais quand Svensson et Chukwuemeka signent, il n'y avait aucune rumeur. C'est sorti de nulle part. Oui, c'est vrai. Sans qu'il y ait aucun personne. Je pense que si un transfert se fait, ça sera quelque chose comme ça. Sorti de nulle part, du chapeau de quelqu'un, de quelque part en Europe. Et je pense que toutes les rumeurs qu'on voit, si elles ne se concrétisent jamais, c'est parce que de base, on leur attribue sans doute un peu trop de crédit, à mon sens. De toute façon, ça ne sert à rien de parler 30 millions. Quand je vois que... Ouais, mais les rumeurs-là, elles sortent bien de quelque part. Ouais, non, mais voilà. Mais à quoi ça sert d'écouter des rumeurs? Les rumeurs, vous regardez la définition du mot dictionnaire dans rumeur, ça reste une rumeur. À quoi parler de quelque chose qui n'est pas concret, quoi? C'est ça. Oui.
Il y a des mecs qui réussissent à faire toute une équipe du BVB en parlant des rumeurs, quoi. Et après, à faire perdre le temps à certaines personnes, je veux dire, pour dire ce serait bien d'avoir le BVB avec ci, avec ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi, je veux dire, quoi. C'est que des rumeurs, quoi, je veux dire. On parle du concret. Moi, ce qui me dérange, c'est sur le truc d'Anselmino. Parce qu'on fait venir un joueur en prêt. Alors, on nous donne Kale, nous fait l'affaire du siècle. Choupo-Moting qui n'arrive pas à aligner plus de 70 minutes. Bon, peut-être ça va se résoudre, ça, on ne sait pas. Et en plus, on nous prête un joueur avec une clause de retour, quoi, je veux dire. Et on voit tout de suite sur le premier match qu'il joue contre Union Berlin, le joueur est bon. Mais alors, vas-y, Kale, va au front, essaye de gérer une fois une option d'achat, sachant que Schotterbeck va peut-être partir. Chan, on ne voulait pas le renouveler. Bon, maintenant, on va vouloir renouveler parce qu'on arrive à avoir personne d'autre. Zul est sur le départ. Là, on peut avoir un jeune qui vaut le coup. Mais non, on ne s'arrache pas. Et qui se plaît surtout, parce qu'en plus, il se plaît avec. En plus, tu as Couteau, tu as Silva, tu as quand même des gars avec qui il peut parler en langage d'Amérique du Sud. Donc, du coup, c'est pas comme s'il était perdu tout seul qu'avec des Allemands. Donc, ouais, et surtout, Vincent, n'oublie pas que d'où sortent les rumeurs. Les rumeurs, elles sortent de la presse plus ou moins fiable, peu importe, mais parce que le mercato est ouvert et la presse gagne de l'argent en faisant des papiers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on a quelques sources fiables qu'on connaît tous entre nous. Roure, Kicker. Moi, j'aimais bien Sportimes aussi à un moment donné. Fabrizio Romano, bien sûr, Patrick Berger. Voilà, c'est très fermé et ce n'est pas représentatif de tout ce qui se passe dans le monde de la presse quand les mercatos sont ouverts. Donc, tant que ces personnes-là ou médias-là ne prennent pas la parole, le crédit, il est moindre, quoi. C'est ça, ouais, clairement, t'as entièrement raison. Et puis t'as aussi le jeu des agents derrière, qu'il faut vendre son joueur, faut faire parler. On ne sait pas, il y a un autre club qui peut venir. Donc voilà. Bon, après ça, c'est un autre débat, mais on verra un peu. Je crois que c'est quoi jusqu'au 2 février le mercato, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Écoute, Franck, on finit avec toi, avec la chronique du vieux Borussen. Donc je te laisse la parole comme d'habitude. Et ce soir, messieurs, nous sommes sur un poste d'avant-centre. Alors, un joueur qui est quand même, c'est très rare, donc vous devez le trouver, a passé quand même 9 saisons chez nous. C'est un avant-centre. C'est pas Anselmino. Non. Et pour info, ce joueur est né à Mannheim, donc dans le Baden-Württemberg, pas trop loin de chez moi. Et il n'a connu en carrière pro, je ne vous parle pas de là où il a été formé, parce qu'il est formé à Emmendingen et à Fribourg, donc dans le Baden-Württemberg, donc sa région natale. Et après, il fait 3 clubs de Bundesliga. Que 3 clubs. Entre 1989 et 2004. En 15 ans, il connaît 3 clubs de Bundesliga. Et avec les 2 premiers, qui ne sont pas le Borussia Dortmund, il réussit à gagner 2 pokals. Je te mets un peu d'un. Ouais, ce qu'il vient de dire. Tu viens de tout dire. Comme ça, il n'y a pas plus d'infos. On en avait parlé. Alors, il gagne une Coupe d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen. On en avait parlé. Et il en gagne une avec le Borussia Mönchengladbach. Il part de Mönchengladbach où il jouait devant avec un certain Martin Dahlin, un attaquant suédois qui a fait les beaux jours de Mönchengladbach. Quand même dire qu'il joue 2 saisons, je crois, à Gladbach, il fait 55 matchs, il marque 28 buts. Et il vient donc chez nous. À un poste où c'est déjà bien bouché, en 95, où tu as Stéphane Chapuisat, tu as Karl-Heinz Riedl, et tu as lui, qui rentrera dans la rotation. Putain, on en avait parlé. Donc il est champion d'Europe, avec nous. Ouais, il a la Ligue des Champions. Ouais, il a un titre de champion d'Allemagne en 96, parce qu'il arrive chez nous, je crois, 96 de mémoire. Attends, si tu veux, je te mets le parcours. 95, voilà, c'est ça. Vous avez ses parcours. De mémoire, il est. Il n'a que 5 sélections en équipe d'Allemagne, pour info. Là aussi, pas de chance. Il était un peu. À l'époque, il y avait Rudi Voller qui était en attaque, Klinsmann. Donc, il était un peu barré, je veux dire. Et sachez qu'en 95, où il est à Mönchengladbach, il finit meilleur buteur de la Bundesliga.
Donc, il est champion d'Allemagne en 96 et en 2002 avec le Borussia Dortmund, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe intercontinentale qu'on gagne contre les Brésiliens là, en 97. Il est finaliste de la Coupe de l'UEFA en 2002. Sachez que ce joueur aussi a eu on va dire, c'est quand même un battant, parce qu'en 2000, je crois que c'est fin 99, début des années 2000, on lui diagnostique un cancer du cerveau qui a été pris à temps, heureusement pour lui, mais qui le mettra éloigné un peu des terrains, malheureusement, quoi. Mais il reviendra, il restera au BVB presque jusqu'à sa fin de carrière. D'ailleurs, je crois qu'il fait fin de carrière chez nous, vu qu'il prend sa retraite en 2005. C'est ça. Donc voilà, il aura été fidèle au club. Il aura porté longtemps dans tous ses clubs le numéro 11. C'est pas vrai, on en avait parlé la dernière fois dans la voiture. Pour vous Bon, dire, dans le chat, on a proposé Moller et Riedel. Donc, c'est ni l'un ni ah l'autre. non. Müller avait le 10, Riedl avait bien le 11, mais Riedl avait plus le 13. Hein, c'était son numéro favori, hein, pour info. Ce joueur était adroit du pied et de la tête. Ah, Oh, je pense que tu vas pouvoir montrer les photos. je vais montrer les photos. Ça va être plus. Ah, il y en a une à droite, c'est pas bon. Hein. Ah, mais c'est pas vrai. De droite, Stéphane Chapuisat. Hein. Ah ouais, Ah. Merde. Ah oui, je n'ai même pas fait gaffe, ouais. Ouais. Ah, bon, autant pour Ah moi. oui, j'aurais pu vous parler du petit incident. Il a failli se faire bouffer une oreille par Oliver Kahn. Ouais. Il a été entraîneur de Leverkusen, non? Ouais, il a été entraîneur de Leverkusen. Il a poursuivi sa carrière après comme entraîneur. Il a fait pas mal de clubs en tant qu'entraîneur. Hein. Ouais, donc je pense que Il a été, SDH, de 2005 à 2007, il a été entraîneur des jeunes chez nous au Borussia Dortmund. Il a entraîné les moins de 19. Après, il est allé dans le giron de la DFB. Il a fait les moins de 18 et moins de 19. Il a été entraîneur de Bochum, Unterhaching, les moins de 17 du Bayern de Munich. Il a été entraîneur en chef d'équipe senior de Ratisbonne, Leverkusen. Et dernière en date, c'était Augsbourg. Vous séchez? Lucas. Ouais, je a donne ma trouvé langue sur au le chat. chat. Je me rappelle plus de son prénom. Ce sera Lucas le gagnant dans tous les cas. Ouais, c'est Lucas. Bah, je vais vous donner son prénom. Peut-être le nom vous dira alors quelque chose. Son prénom, c'est Heiko. Ehrlich. Voilà. Bien joué. Ouais, Heiko Ehrlich. C'était son anniversaire au mois de novembre. Je ne me rappelais plus de son nom. Non, il est né au mois de décembre, hein, le 3. Ah, décembre, ouais. Début décembre, ouais. Le 3 décembre. Sacré Heiko Vincent. Ehrlich. Ouais, très bon attaquant. Et il est né en même temps qu'un autre joueur du BVB, mais je ne me rappelle plus de son nom également. 3 décembre? Attends, je te trouve ça. Maxime a la liste. Hein. Heiko Ehrlich qui a été une doublette avec Martin Dahlin à l'époque à Mönchengladbach dans l'ancien stade, le Böckelberg, que moi j'ai connu. C'était deux attaquants formidables. Hein. Ils nous ont fait vibrer. Chez nous, il a très peu eu de chance parce que quand il arrive, comme dit, il y a Riedl, il y a Chapuisat et après il a les poussées de Lars Ricken et c'était vraiment le troisième attaquant par la suite. Mais sachez qu'à l'époque, pour un troisième attaquant, c'était à l'époque de Borussia Dortmund qui avait enfin pas des sous, mais qui permettait beaucoup de transferts. On avait les trois meilleurs attaquants d'Allemagne à l'époque. Quoi. Entre Riedl, Chapuisat et Ehrlich, c'était fantastique, quoi, je veux dire. Mais bon, le Borussia Dortmund à l'époque jouait avec deux attaquants de pointe. Ouais, ça a aidé, quoi. Donc il y avait besoin d'en avoir 3. Et comme dit, il est revenu quand même d'un cancer du cerveau où, à un moment, on lui disait même qu'il allait perdre la vue. Et il s'est accroché, il s'est battu. Il est revenu sur les terrains, il a rejoué avec nous. Et d'ailleurs, la photo avec Kahn, c'est après ses soucis. C'est l'une des photos mythiques aussi, cette. Vous parlez Bundesliga, vous avez ça. Vous avez encore avec Kahn, il y a la sortie de Kahn, le pied en avant devant Stéphane Chapuisat. C'est les moments emblématiques de la Bundesliga, quoi, je veux dire. Quoi. Voilà, donc c'était notre numéro 11, Heiko Ehrlich, 1995-2004 pour le BVB. Voilà. Et pour répondre à ta question, Vincent, le 3 décembre, c'est Flemming Poulsen qui a son anniversaire en même temps, donc tous les deux. Donc, quand Poulsen part, c'est Ehrlich qui vient. Voilà, donc il y avait toujours un anniversaire le 3 décembre. Donc écoutez, messieurs,
On va s'arrêter là. On va finir avec le classement. Comme ça, Kylian sera toujours content. Donc voilà, Kylian toujours solide leader avec 95 points. Moi-même 93, Joël 91, Vincent 90 et Franck 89. Vincent, faut s'y remettre. Hein. Ouais, là c'est la descente aux enfers pour toi. Hein. Mercredi, je fais le perfect. Ouais, tu seras sur place, tu vas gratter des infos. Non, je vous envoie, juste avant de partir, je vous envoie ma compo. Ok. Bah, écoute, Le perfect, on le fera la journée après le 10 février. Quand Vincent et moi, on aura fait la journée du club. On ira voir Kovac pour avoir la compo de l'équipe exacte. Après, on va les faire. Hein. Kovac, putain, die Aufstellung. Hein. Voilà. Donne la compo, on a besoin de points un peu. Voilà, c'est ça. On va le soudoyer avec une bière. Je vais enchaîner les déplacements, là. Je vais faire aussi Heidenheim, après je pars avec toi, après je fais le prochain. Oui, parce que c'est quand le 10, c'est bientôt, là. C'est bientôt. Dans 2 semaines. Moi, je suis en vacances. Donc, ok, bah donc ça va être bien sympa, puis on pourra vous mettre un peu toutes les photos sur le compte des Galicieux Youngs en direct quand ils seront présents. Ça va être cool. Messieurs, on s'arrête sur ça. Merci encore une fois pour votre présence. Merci à ceux qui étaient présents sur le chat. Je pense que ça devait être Vals ou Unser Fußball. Il y avait aussi Anthony, il y avait Lucas et ASBH sur Facebook. Donc, on se redonne rendez-vous jeudi, du coup, pour débriefer le match contre l'Inter de Milan. Et Vincent nous racontera son petit voyage. Et puis le tirage au sort de la Ligue des Champions est vendredi, si je dis pas de bêtises, pour qu'on puisse connaître l'adversaire définitif. Donc, et puis sur la suite de la compétition. Et puis, depuis là, portez-vous bien. Une bonne semaine à tout le monde. Et comme on dit en Allemagne, Tschüss. Tschüss.